Bonjour docteur Penwell, comment ça va cher papa dans la Drôme? Bonjour Magali, ça va très bien, on a un beau soleil, il fait même un petit peu chaud au soleil et on a la chance de sentir le printemps qui approche. Ah, magnifique. Bon écoute, nous il faudra attendre encore un peu à Strasbourg. Alors papa, on va avoir notre Zoom donc prévu dimanche le 31 janvier de 10h à 12h30 et cette masterclass s'intitule les viroses respiratoires. Alors je vais être franche, je vais être cash. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre que l'on ne sait pas? Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel aromathérapeute, n'importe quel phytothérapeute, et même ma voisine qui s'intéresse aux huiles essentielles, on a des recettes pour aux huiles essentielles pour pouvoir juguler les attaques virales. En passant par le ravinsara, le sarro, les eucalyptus, on sait à peu près tout sur les huiles essentielles à utiliser par rapport au virus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette masterclass sur virose et huile essentielle? Bien, alors merci pour cette question extrêmement importante. Si tu veux Magali, le terme masterclass, qui est un terme en anglo-saxon, ça veut dire ce que ça veut dire. Master, ça veut dire la maîtrise. Alors, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est ceinture jaune de judo possède la maîtrise du judo? Pas encore. Donc, en gros, avoir une recette qu'on va piquer à droite, à gauche, c'est à peu près être passé de la ceinture blanche. J'étais ignorant des huiles essentielles. Et maintenant, j'ai une petite recette avec du sarro, du ravinsara, du niaouli, du cachemut, et éventuellement du laurier, pourquoi pas. Et je suis ceinture jaune. Bon, si tu es ceinture jaune, je ne te conseille pas quand même d'aller te présenter aux Jeux olympiques de judo. C'est peut-être un peu juste encore. Donc, moi, ce que je propose, effectivement, c'est d'acquérir la maîtrise. Or, cette maîtrise, elle passe d'abord par la maîtrise de la compréhension, c'est-à-dire de l'intelligence. Et c'est donc par le développement de l'intelligence au sens profond du terme, on va creuser à la fois le domaine de la physiologie et de la pathologie, ainsi que de la virologie, de comprendre les relations qui s'établissent entre l'hôte et son agresseur potentiel, et de voir l'ensemble des solutions qui seront à proposer, de manière à agir dans la temporalité, à savoir, je n'ai pas la maladie, qu'est-ce que je fais d'une manière générale pour maintenir cet état dynamique que j'appelle de vigilance immunitaire. Et éventuellement, pour diverses raisons qu'on pourra analyser, je tombe malade, en réalité, je développe un processus défensif manifesté, et à ce moment-là, ça change totalement la donne. Je suis en état de guerre, en état de lutte ouverte, et là, il y a vraiment des moyens et des techniques extrêmement poussées et importantes qui seulement peuvent venir à partir du moment où on a vécu ces expériences en corps à corps avec la maladie, comme moi j'ai pu le faire durant mes plus de 40 années de pratique. Et puis ensuite, il y a la post, c'est-à-dire je suis sorti de la maladie, mais mon état n'est pas pour autant guéri. Cette convalescence, notamment avec certains virus dont on parle beaucoup actuellement, peut être longue, peut être difficile, peut être pénible, peut être handicapante. Et donc, là aussi, il y a tout un ensemble de programmations et d'organigrammes d'action qui vont faire qu'on pourra remonter la pente. C'est donc l'abord de ces trois aspects, avec pour chacun d'entre eux leur spécificité propre, qui font intervenir bien sûr les huiles essentielles, ce qu'on appelle l'algorithme aromatique. Mais l'algorithme aromatique, comme ne dit pas son nom, c'est aussi d'aller au-delà du côté purement aromatique et de voir toutes les armes qui vont venir épauler, de manière à ce que j'appelle la très haute valeur ajoutée des huiles essentielles, qui résulte de l'alliance entre l'intelligence humaine et l'intelligence de la plante, donc ce flacon d'huile essentielle, eh bien, cette très haute valeur ajoutée ne risque pas de diminuer sa valeur, de perdre cette négantropie. Et à ce moment-là, on va comprendre qu'on a des techniques complémentaires qui vont permettre aux huiles essentielles d'agir au mieux, au plus vite, au plus fort. Et allier à ces techniques-là des éléments qui viennent de ce que tu sais maintenant qu'on a développé, ce fameux pentadrome, sur lesquels, bien sûr, repose la construction de cette dynamique de santé. Je préfère dire le mot dynamique que le mot état. D'accord, donc ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas, ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir à sa disposition des huiles essentielles qu'on appelle classiquement antivirales, mais c'est de savoir
le phasage, ça veut dire avant que je sois attaquée par le virus, pendant et après. Et là, ça va déterminer toute la dynamique de notre protocole aromatique. C'est un peu ce que tu dis. Tu as voulu te focaliser donc sur les viroses respiratoires, parce qu'il existe différents types de virus. Là, c'est vraiment les virus respiratoires. Est-ce que c'est très différent quand on est attaqué par un virus ou quand on est attaqué par une bactérie? Quelle est la particularité de l'attaque virale par rapport à l'attaque bactérienne? Excellente question. Tu es une très bonne journaliste, Magali, je te prédis un très bel avenir. Merci. Alors, pourquoi c'est important de comprendre? Dans le monde de l'infectiologie, de la pathologie infectieuse, nous avons affaire effectivement à différents, j'appelle ça des prédateurs. Il y a des macro-prédateurs, hein, quand le lion mange la gazelle. Éventuellement, un requin peut attaquer un homme. Bon, ça, on le connaît. Après, il y a de la mini-prédation. Hein. Des fois, il arrive qu'on voit dans les selles d'un enfant des tas de petits vers qui grouillent. Ça, c'est visible à l'œil nu. Ensuite, il y a de la microprédation. La microprédation, on l'observe au microscope optique. C'est-à-dire, on va découvrir des bactéries, on va découvrir certains parasites microscopiques et éventuellement, on va découvrir des champignons, c'est-à-dire des moisissures et des levures. Et enfin, il y a le monde de la prédation nanoscopique. Là, on ne peut pas les voir, bien sûr, ni à l'œil nu, ni à la loupe, ni au microscope optique, uniquement au microscope électronique. Et cet immense univers des virus qui existe sur cette planète depuis l'origine des temps et dont on découvre maintenant qu'il existe des milliards d'espèces différentes. Donc, on ne peut pas faire autrement que de vivre avec, et ils aident à l'évolution de la vie, comme on en a parlé l'autre fois. Ce qui est très différent par rapport à l'agression bactérienne, c'est que cette agression bactérienne, elle est dans la plupart des cas, notamment sur le plan respiratoire, et on l'a vu ensemble dans l'explication qu'on a créée, que ça vient bien souvent de l'intérieur. Donc là, tu parles de la bronchite. Voilà, quand on a un problème de bronchite, ce n'est pas tant la bactérie qui est problématique, mais c'est vraiment la source alimentaire qui va donner un terrain favorable à la prolifération de cette bactérie. Donc là, on voit bien que la bactérie, elle n'est que la conséquence de notre façon de manger. Or, le virus, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, dans ce processus bactérien, c'est le cathare qui est le primum movens, qui est la source du processus pathologique. La bactérie s'y surajoute et la réaction inflammatoire s'y surajoute. Donc, on a bien compris que la participation des huiles essentielles intervenait un peu comme une cerise sur le gâteau. Déjà, c'est un discours tellement différent de ce qu'on trouve dans les recettes du docteur machin truc et de la pharmacienne, etc. Tout ça, donc ça, c'est la vidéo qu'on avait faite, le podcast qui s'intitulait Bronchite et huile essentielle, que je vous invite à visionner à nouveau. Donc, dans l'algorithme aromatique, la bronchite, les huiles essentielles représentaient 10%, 10 ou 15% de notre programme. Alors, dans le cadre de l'attaque virale, c'est complètement différent. Tu as compris qu'il y avait un aspect endogène très fort dans l'aspect bactériologique. Et là, on a un aspect exogène qui fait qu'effectivement, on dit aux gens, créez vos gestes barrières, vous allez porter le masque. Entre parenthèses, on a maintenant quelque chose comme 500 milliards de masques qui traînent dans la nature. C'est une problématique pour la pollution de la planète gigantesque. Mais malheureusement, on en est là. Alors, vous portez le masque, vous éternuez ou vous toussez dans le pli de votre coude, vous allez vous tenir à 2 mètres de la personne. Maintenant, on nous demande de même plus parler. Enfin, plein de mesures comme ça qui sont des mesures de prévention purement extérieure et qui ont leur rôle à jouer parce qu'il y a un élément de transmission, un élément de contagiosité de personne à personne qui est absolument indéniable. Simplement que cet aspect externalisé, c'est juste une touche sur laquelle on doit jouer, mais sur laquelle on ne doit pas s'arrêter. L'autre touche, c'est effectivement tout ce qui va se passer à l'intérieur de notre être, sur le plan immunologique, mais plus généralement sur le plan de notre terrain, dont on parlera aussi sur le plan notamment de la bioélectronique, et puis aussi sur cette fameuse structure psycho-neuro-endocrino-immunitaire, parce que l'immunité, ce n'est pas un système isolé par rapport aux autres systèmes, c'est un système essentiellement intégré. Et c'est la prise en compte de tout cet ensemble-là, en considérant que dans cette attaque, il faut que je sois effectivement dans une dynamique de capacité de résistance
et dans une vigilance constante de manière à humain, c'est-à-dire ne pas avoir à payer le prix de la maladie. Donc, dans ce qu'on va étudier, on va étudier avant, pendant et après. On va étudier dans le pendant le contexte où c'est une virose pure et le contexte où ça devient une virose qui se surinfecte. Et donc là, les attitudes et les réponses seront bien spécifiques dans chaque cas. Est-ce que tu vois autant d'approches aussi structurées dans cet ensemble très complet dans les petits conseils qui traînent à droite et à gauche, Magali? Non, mais je pense que effectivement, si on parle d'une masterclass, c'est qu'effectivement, on va essayer de déficeler, démêler tout ça. Quand c'est une attaque virale pure, une attaque virale doublée d'une surinfection bactérienne, après il y a des éléments inflammatoires. Après, enfin, je pense qu'il y a tout un. On va développer toutes ces différentes données. Mais finalement, qu'est-ce que tu essayes de dire là? Tu essayes de dire que si par exemple on a un bon système immunitaire, on est à l'abri, on est couvert, ou finalement il faut toujours rester vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri. Il ne faut pas se croire, on va dire, arriver on va dire, au sommet immunitaire. Rien n'est gagné. On est dans un monde dangereux, d'accord? Dès qu'on apparaît sur la Terre, de toute façon, c'est un danger. C'est déjà un danger dans le ventre de la maman. En principe, il n'y a pas beaucoup d'éléments infectieux, mais il y en a quand même. Il n'y a qu'à penser simplement à un virus banal comme le virus de la rubéole, qui est tout à fait banal pour la maman, mais qui peut être tragique pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre. On peut penser tu sais que pendant la grossesse, on teste le fameux toxoplasma, hein, parce que ce parasite peut effectivement créer des désastres chez le fœtus, chez l'embryon, etc. Donc, ce monde est un monde de danger. Et dans l'époque que nous vivons actuellement, où on avait cru avoir vaincu l'ensemble des maladies infectieuses, on se rend compte d'une part que ce mirage des antibiotiques nous apporte maintenant le danger des résistances qui sont la prochaine étape où on prévoit non pas quelques millions de morts, mais on prévoit des dizaines et des dizaines ou des centaines de millions de morts quand les bactéries seront devenues totalement résistantes à ce qui existe comme antibiotiques, ça il faut quand même le savoir. Et bien sûr, cette histoire de virus émergents qui vont apparaître de plus en plus pour plein de raisons, ce qui sont des raisons de déforestation, de destruction de la biodiversité, d'élevage concentrationnaire des animaux, en particulier des visons, c'est atroce ce qui est fait à ce niveau-là, etc., etc. Ça, c'est des éléments extérieurs créés par l'être humain dans le milieu planétaire, plus tous ces affaiblissements qui se font dans notre système immunitaire à cause effectivement des traitements antibiotiques répétitifs, du microbiote totalement perturbé. On parlera beaucoup du lien entre le système respiratoire et également la partie digestive de notre être. Et puis évidemment, l'ensemble des stress qui nous bombardent en permanence, que ce soit des stress de pollution, de bruit, de tout ce qu'il y a dans ce monde agressif, ne serait-ce que le fait d'être isolé, c'est également un stress en lui-même. Donc tout ça, c'est des éléments à la fois d'affaiblissement de nos capacités réactionnelles immunologiques, mais étant affaiblies, elles ont ensuite tendance à réagir et parfois à réagir avec un peu de retard dans cette phase-là. Et quand elles réagissent et qu'elles s'emballent, elles deviennent effectivement nos pires ennemis qui sont capables d'entraîner des processus de coagulation et de destruction absolument sur tous les organes qui constituent ton corps. Parce que toi, tu dis finalement, on est dans un monde dangereux, mais normalement, on est capable de faire face à ce monde dangereux. Les bactéries, les virus, les champignons, notre système immunitaire, il sait y faire face. Mais toi, tu dis, on a quand même drôlement affaibli notre écosystème, que ce soit l'air que l'on respire, l'aliment que l'on mange. Donc, il faut toujours conserver cette espèce de vigilance immunitaire. Donc, j'imagine que le meilleur moyen, ça reste quand même son alimentation, les plantes et bien sûr les huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, elles vont nous aider aussi une fois qu'on a que cette attaque, elle est réelle. Ça veut dire qu'au quotidien, on peut utiliser d'autres outils, hein, comme je te parlais de l'alimentation, de la phytothérapie. Mais les huiles essentielles, elles deviennent intéressantes à partir de quel moment? Alors, ça, c'est encore une excellente question. 3 points déjà. De pouvoir effectivement. Je vais juste répondre une seconde. Allô, oui? Oui, je suis avec Magali. Alors, donc, on se rappellera après. OK? C'est ta sœur. D'accord. Toujours Strasbourg qui m'appelle là. Ah oui. Bien. Alors, bien comprendre ce positionnement des huiles essentielles, c'est essentiel.
on va considérer le avant, d'accord? Bon, tout va bien, a priori, hein, on n'a pas la preuve absolue, mais je dirais apparemment, je ne suis pas en train de me sentir dans un état particulièrement dangereux. Les huiles essentielles ont leur place, mais je dirais que c'est une place qui reste finalement limitée, avec des petits gestes très simples qu'on va apprendre à faire le matin, dans la journée, le soir, au coucher. On s'en sort très bien. Par contre, les autres éléments, qui sont les éléments nutritifs, les éléments qui jouent sur le psychisme, le mouvement, la nourriture, tout ça, ça c'est vraiment le cœur de l'action. Mais au moment où le drame ou la tragédie se déclare, pour X raisons qu'on peut analyser, mais là, peu importe, maintenant l'accident s'est produit, il est évident que les huiles essentielles vont occuper un positionnement hiérarchiquement prioritaire, primordial, et c'est le cas de le dire, absolument essentiel. Et il faut apprendre à les utiliser avec la meilleure efficacité possible et la plus grande sûreté possible. Parce qu'on peut très bien les utiliser de manière non sécuritaire. Et dans le cas de l'appareil respiratoire, tu le sais Magali, la nature énergétique des huiles essentielles dont personne ne parle et dont je parle dans le fameux code de sécurité aromatique, c'est un élément clé de l'action sûre et de l'action efficace. Si on n'a pas compris ça, on va commettre des catastrophes. Et tout ça, je vous le démontrerai, je vous l'expliquerai. Tandis que dans le code, je vous ai mis en garde, mais je ne vous ai pas donné les solutions pratiques et techniques. Dans cette masterclass, on va aller à fond dans les explications et dans les applications techniques. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Le code, ce n'est pas la conduite. Je dis, voilà, faites attention. Et maintenant, on va rentrer dans vraiment votre permis de conduire, c'est-à-dire dans la pratique de la conduite. Et là, je vais vous donner vraiment les clés, qui sont des clés qui viennent d'une immense expérience et aussi d'erreurs qu'on a commises. Parce que je dis toujours, dans la vie, il n'y a pas d'échec. C'est juste une question d'apprentissage. Après, qu'est-ce qu'on fait de la leçon qu'on a apprise? On reproduit la même erreur, ou si on est un peu intelligent, on ne la reproduit pas. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est vous transmettre ces éléments clés qu'aucun cours ne vous donne, qu'aucune blog, etc., vous n'allez pouvoir l'avoir parce qu'ils sont passés à côté de cette compréhension de l'énergétique des huiles essentielles. Alors, ce fait que l'énergétique, c'est bien de préciser ce que c'est. Ce n'est pas les chakras, ce n'est pas les corps énergétiques. Quand tu parles de l'énergie des huiles essentielles, c'est quand tu veux dire, par exemple, une huile essentielle, elle est de nature chaude et sèche. Donc, quand on a une inflammation, de proposer de mettre une huile essentielle, par exemple, sur la peau, sur une zone qui est rouge et enflammée, c'est un no-no. On ne met pas, on ne joue pas de l'huile sur le feu. Donc ça, c'est très bien détaillé dans mon code de sécurité aromatique. Et alors là, tu pointes du doigt quelque chose d'important. Effectivement, comme on va aborder dans notre masterclass les viroses respiratoires, contrairement à ce qu'on lit ou ce qu'on croit, la zone respiratoire, c'est la zone la plus sensible, la plus fragile, parce que les alvéoles pulmonaires sont très fines. Donc, c'est une mise en garde importante. Souvent, on entend dire « attention, pas la voie buccale ». Toi, tu dis non, la voie buccale, l'interface digestive, c'est la voie la plus costaud. Elle est capable de digérer de la viande, capable d'absorber de l'alcool, tandis que l'interface respiratoire qui rentre en contact avec de l'air et ses fines petites alvéoles, c'est très sensible. Donc déjà, là, tu pointes du doigt quelque chose qui, moi, me fait penser que dans cette masterclass, il va falloir jongler entre à la fois l'efficacité des huiles essentielles et aussi cette sécurité, puisqu'on touche à une zone très sensible. Donc, en fait, on a une double contrainte et je pense que ce sera intéressant de creuser justement les outils aromatiques et surtout les stratégies aromatiques dont on dispose pour juguler ces infections, ces attaques virales respiratoires. C'est un point important. C'est très, très bien décrit. Là, je vois, je sens pointer en toi l'anatomiste, l'histologiste, la physiologiste, tu vois. Et ça me fait plaisir. J'ai été à la bonne école en même temps. Oui, je sais, mais tu as une capacité, je dirais, de capter les choses, de les intégrer, puis ensuite de les servir d'une manière qui n'est pas, enfin, qui est séduisante. Hein, parce que merci, voilà, c'était mon petit compliment de la journée par le docteur Pénoël. Voilà, merci papa. Quand on fait de la science, on a très vite fait de devenir rébarbatif, voire même répulsif, et donc de rendre à nouveau cette science, qu'il s'agisse d'anatomie, de chimie, de biologie, de physiologie, de pathologie, à nouveau attrayante, vivante et surtout applicable dans notre vie de tous les jours. C'est un petit peu le but de cette école Pénoël et puis de la Happy Valley, etc. etc. Donc, effectivement.
la fragilité, la sensibilité de cette zone de l'interface respiratoire. Elle va nous demander des précautions. Alors, prendre des précautions, ça ne veut pas dire rester inactif, mais c'est être actif de manière très intelligente et finement adaptée au contexte de chaque situation. On sait que dans cette maladie qui court actuellement, je ne vais pas la nommer, mais tout le monde le sait très bien, on a constaté que, notamment au départ, il y a quelque chose de très sec qui s'installe ici dans la zone respiratoire. Eh bien, si on commence à se jeter sur des huiles essentielles d'une manière inappropriée, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc, il y a tous ces détails-là à comprendre. Bon, si par la suite les choses deviennent, par exemple, surinfectées, qu'il y a effectivement des crachats et des chimiques qui s'y mettent, il y a d'autres techniques d'action, d'intervention qui auront leur place. Donc, ces éléments-là, on doit les comprendre, les acquérir, les intégrer et ensuite les mettre en pratique en fonction précisément de chaque situation. Lors de ce Zoom, donc, tu as mentionné aussi qu'on parlerait de la bronchiolite. Donc ça, c'est chez les tout-petits. Donc, on va aborder cet aspect-là. Et qu'est-ce que… Alors, c'est pas évident quand même, huile essentielle et tout-petit, ou alors c'est pas forcément les huiles essentielles que l'on va utiliser. Comment toi, tu aborderais, bon, sans bien sûr faire un cours exhaustif, mais comment tu abordes la bronchiolite et les soins aromatiques? Dans ton expérience clinique, comment tu approches le problème? Donc, dans la masterclass, on a en fait sélectionné, je vous ai fait d'abord, dans le texte que vous recevrez, je vous ai fait la liste de tous les virus susceptibles de s'attaquer aux voies, enfin l'interface respiratoire. Et dans cette liste-là, j'ai choisi de sélectionner l'influenza virus, le coronavirus et le virus respiratoire syncytial, qui effectivement est un virus qui est problématique notamment chez les tout-petits. Et effectivement, il y a une place pour les huiles essentielles, il y a une place pour les eaux florales, il y a une place pour les modes d'intervention au niveau interfacial pour avoir la meilleure efficacité possible. Donc tout ça, on va le décrire. Il y a aussi l'importance de techniques vibratoires de manière à décrocher ces mucosités qui bloquent les petites bronchioles. Quand tu dis vibratoire, tu veux dire mécanique, c'est ça, par exemple, le fait de tapoter ou de faire vibrer. Voilà, il y a des choses qui doivent être associées, bien sûr, à l'utilisation des huiles essentielles. Et encore une fois, si on est dans de la virose pure, on ne parle pas ici de surinfection, penser que parce qu'on a des antibiotiques, on va résoudre le problème du virus respiratoire syncytial, c'est une dangereuse illusion, puisque vous le savez très bien, les antibiotiques n'ont aucune capacité d'agir au niveau des virus. C'est bien ce qui fait bien la différence entre le monde des virus et le monde des bactéries. Et souvent, il est prescrit pour éviter la surinfection, c'est un petit peu ce qui… Voilà, mais au départ, si on sait bien utiliser l'huile essentielle, on a l'avantage, grâce aux huiles essentielles, je te le rappelle Magali, d'avoir un potentiel qui est aussi bien antiviral, antibactérien, antimycose et pour certains parasites, antiparasitaires. Et on a aussi l'avantage d'avoir une action profonde sur le terrain qui rend bien sûr la personne sensible à telle et telle attaque. Et aucun antibiotique, aucun antiviral ou aucun agent antimycosique ou agent antiparasitaire ne pourra prétendre, même pas égaler, mais arriver à la cheville du potentiel que détiennent les huiles essentielles. Simplement que c'est un potentiel. Le liquide qui est dans le flacon, c'est pas la guérison assurée. La guérison d'abord, chez nous on ne dit jamais qu'on guérit quoi que ce soit, c'est toujours le corps qui se guérit lui-même. Mais en tout cas, de permettre, un peu comme la lampe magique d'Aladin, tu vois ce que c'est, cette lampe-là, on va apprendre à la frotter de telle sorte que ce qui va sortir de cette lampe, c'est effectivement la meilleure chance possible d'aider l'organisme à s'auto-guérir, si on peut dire les choses intelligemment. Oui, et exactement. Ça me rappelle encore une fois une citation de Madame Montessori, docteur Maria Montessori, qui disait « ça ne sert à rien de remplir le corps avec de l'eau. Le corps dispose de cette source naturelle d'eau et nous, le but, c'est de faire jaillir cette eau naturelle. » Donc, c'est vraiment aller toucher ce système immunitaire et aller le faire jaillir. J'avais une question qui me trottait dans la tête en t'écoutant. Et je pense notamment à ton expérience clinique. Quand tu vas commencer à élaborer des propositions aromatiques, bon là on parlait de la bronchiolite, on parlait des coronavirus, on parlait de l'influenza, donc de la grippe, est-ce que tu crées tes compositions aromatiques en fonction, on va dire, vraiment d'une approche moléculaire,
ou alors tu penses plutôt totem, tu penses plutôt à la globalité de la plante, ou est-ce que tu te réfères à ton expérience clinique? Comment tu vas chercher des critères pour arriver à une composition intéressante? Quatrième bonne question. Là, tu fais mouche à tous les coups. Jackpot. Alors, je dirais, comme on fait souvent dans ce genre de questions à la normande, c'est pas peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non, mais c'est les deux, mon Les deux, capitaine. mon capitaine, oui. Mais, il y a un mais, de manière hiérarchique différentielle. C'est là, parce que dire les deux, c'est 50-50, non, c'est pas 50-50. Si je suis vraiment en pratique médicale, je vais donner la priorité à la connaissance moléculaire ou phytomoléculaire. D'accord ? Donc, dans le phytomoléculaire, je vais dire dans ce cas-là, c'est moléculaire phyto. Si je sais que j'ai besoin de telle famille moléculaire, à ce moment-là, je cherche mon 1,8-cinéol ou je cherche mon monoterpénol ou éventuellement mon phénol ou macétone. Et c'est d'abord la famille qui importe. Une fois que j'ai déterminé la famille, ça va être effectivement le choix de la molécule. Et puis ensuite, ça va être en fonction aussi de ce dont je dispose, puis aussi des finances dont je dispose. Parce qu'il y a quand même certaines huiles essentielles qui sont excellemment bon marché, et il y en a d'autres qui sont extrêmement chères. Ouais. Voilà, donc ce critère-là, je le fais toujours intervenir, en plus effectivement de l'écologie, etc. Donc, en gros, critères moléculaires prioritaires, mais tu as raison Magali, et notamment quand on pense au système immunitaire, il y a des éléments de choix qui feront que si j'en ai la possibilité, et si c'est dans ma disponibilité de l'essentiel que j'ai sous la main, de faire intégrer l'aspect de l'intelligence de la plante. Donc, plus la pathologie elle est aiguë, et plus on va se focaliser sur quand même une approche moléculaire et phytothérapeutique. Et quand on sera dans des domaines un petit peu plus peut-être subtils, sensoriels, peut-être moins dans l'infection, l'inflammation, on va plus peut-être regarder le totem de la plante. Donc ça dépend aussi quel type de pathologie on a en face de soi, j'imagine. Il y a le type de pathologie et la temporalité de la pathologie. Parce que tu dis le côté infectieux, mais le côté infectieux chronique, je parle bien infectieux chronique, l'élément au niveau phyto, au niveau du choix de la plante, va effectivement être important parce qu'on ne va pas utiliser forcément la même plante sur tel tempérament et tel autre tempérament, avec tel passé ou tel passif, etc. Donc là, on rentre dans la finesse. Si tu sais, Magali, à quel point les aromatogrammes nous ont aidés, et toi qui as beaucoup travaillé aussi avec moi dans l'enseignement, avec tous nos élèves dans ce domaine, on sait très bien que dans l'aromatogramme, les majeurs, elles sortent tout le temps. C'est quand même pas un scoop majeur et planétaire de dire qu'on va voir de l'origan sortir, de la sarriette, du thym à phénol ou de la cannelle de Ceylan. Je veux dire, ce qui serait étonnant, par contre, ce qui est étonnant, c'est quand ça ne sort pas. Alors là, il faut se poser des questions. Par contre, quand on étudie par exemple les monoterpénols, là on commence à avoir plus de finesse. Alors, ça peut sortir assez souvent, mais on peut voir, et ça étonne certains de mes partenaires, que la molécule de linalol contenue dans telle huile essentielle et la même molécule de linalol contenue dans telle autre huile essentielle ne vont pas forcément sortir de la même façon sur la même bactérie, pour la même pathologie chez la même personne, parce que justement, ce n'est pas que le linalol, c'est la plante qui le porte, avec l'ensemble, bien sûr, des autres molécules qui composent l'huile essentielle, mais aussi le génie propre, d'un point de vue botanique, de cette plante, le genre à laquelle elle appartient, la famille à laquelle elle appartient, l'évolution de cette famille dans le cadre de l'évolution de ces plantes aromatiques sur la planète Terre. C'est tout ça qui, pour nous, va devenir signifiant et qui va donner lieu à, effectivement, une utilisation différentielle dans chaque cas spécifique. Oui, alors là, c'est important ce que tu dis parce que justement, on est en train de travailler sur la grille holonomique que tu as créée. Et souvent, c'est ce que j'expliquais là sur ma page Facebook, c'est qu'on peut à la fois avoir une vision fibroscopique, donc très précise, telle et telle molécule, et on peut aussi en même temps avoir une vision histoscopique, donc la vision de la complexité, et pouvoir proposer des formules aromatiques adaptées, c'est pouvoir jongler entre ces deux visions, une approche, on va dire, plus laser, et puis une autre beaucoup plus globale. Donc, on est en train de faire la création de la grille holonomique, on est en train de la faire en schéma, que je mettrai prochainement sur ma page. En tout cas, papa, je te remercie beaucoup pour ces éclairages.
Donc, je vous invite, vous qui nous regardez, eh bien, à venir participer à notre masterclass qui aura lieu le 31 janvier. Si vous regardez cette vidéo et que le 31 janvier est passé, eh bien, elle est disponible en replay, également avec des documents PDF. Et je répète, donc les 3 axes, ce sera donc les virus respiratoires avec la grippe, influenza. On a dit également bronchiolite et les coronavirus. Et on va essayer vraiment de comprendre les virus respiratoires dans ce contexte particulier. Voilà, papa, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je veux dire, c'est une occasion pour aussi les former dans la foulée, hein, sur le tas, en pratique, à toutes ces pensées. Par exemple, dans le texte, il y aura quand même un gros texte qui va accompagner. Donc, il y a une partie de ce texte qui sont des éléments que j'ai pris de la doctrine officielle, hein, pour leur donner quand même les éléments de virologie, de pathologie, etc. Mais la partie que je crée, c'est aussi de les introduire à ce fameux ternaire aromatique du docteur Pénoël. Qu'est-ce que c'est que cette matière et cette énergie, cette information, d'une manière très fine? Parce que bien souvent, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et je vois bien que ceux qui m'ont repris sont passés complètement à côté. Donc, non seulement vous avez droit, bien sûr, au côté vivant, soit en direct, soit en replay, mais vous aurez quand même l'accès à tout ce texte qui vous permettra de travailler à la maison et vous allez commencer à comprendre vraiment cette médecine aromatique intégrative avec ses concepts majeurs, le concept des interfaces, bien sûr, qui va être bien développé parce que chaque voie a son importance. Et si on connaît bien l'anatomie, la physiopathologie et tous ces circuits-là, on va comprendre pourquoi on fait telle chose et pourquoi on ne fait pas telle chose. Et puis aussi des choses très pratiques, hein, parce que ce qu'on va appliquer sur la peau, sous quelle forme, dans quel état, à quel endroit, accompagné par quoi, et puis toute la voie respiratoire qui va être détaillée avec des techniques totalement innovantes. Tout ça, c'est vraiment des cadeaux, des trésors, comme je dis souvent, ce sont des joyaux sur un plateau en or. À vous de les prendre et de les utiliser pour vous, votre famille, et pour celles et ceux qui vous sont proches. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci beaucoup, papa, pour ces explications. Donc, nous, on se retrouve dimanche pour notre Zoom live. On sera parti pour 2h30 et ça promet d'être passionnant. Et puis, chers youtubeurs, youtubeuses, pour toi qui nous regardes, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce like et puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Magali Pénoël pour être tenu au courant des plusieurs vidéos. Papa, t'es-tu abonné à ma chaîne ou pas encore? Oh là là, je crois qu'il faut que je m'en occupe. Je vais demander à David qu'il le fasse pour moi. Ok. Je te remercie beaucoup. Bonne journée et puis d'ici là, restons en bonne santé. Au revoir.